un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Pour ceux qui ne savent pas déjà, je me présente Louis Palacio, je suis le producteur et réalisateur chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Doa Cache-Couche de l'entreprise Caviar Noir Lingerie. Donc, merci Doa de te joindre à moi. Merci à toi. Ça va être plaisir. Puis, donc, bien entendu, on a un épisode aujourd'hui un peu spécial présenté par Futurpreneur. Donc, pour ceux qui ne savent pas déjà, Futurpreneur accompagne une partie de la saison de Né pour un gros pain, mais plus important encore, ils accompagnent les jeunes entrepreneurs dans le lancement de leurs projets. Ouais. On va pouvoir en parler un petit peu à travers l'épisode, mais n'hésitez pas à aller découvrir qu'est-ce que Futurpreneur fait. Les liens vont être dans la description, bien entendu. Mais sans plus tarder, on va lancer le bal. Bonjour, mon nom est Doa et je suis la fondatrice de la compagnie de lingerie haut de gamme Caviar Noir. J'ai parti l'entreprise en 2022 après avoir découvert que sur le marché, la plupart des compagnies de lingerie sont fondées par des hommes. J'ai parti la compagnie et j'ai créé un produit luxueux, sophistiqué, fait par une femme pour les femmes. Je vous invite à consulter notre site web caviarnoirlingerie.com pour découvrir nos beaux produits et nos belles collections. C'est quel genre de pain, toi? Alors, ma première question pour débuter le tout, c'est notre question typique. Quel type de pain es-tu, Doa? Quel pain je suis? Si je devais choisir un pain, je dirais que je suis un pain pita, notamment parce que, oui, je suis québécoise, je suis née au Québec, mais mes parents sont originaires du Liban. Puis, c'est un peu, justement, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de pain. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, oui, on apprend à le devenir éventuellement, mais il y a une certaine partie de l'entrepreneuriat qu'on acquit en fait à la naissance. Puis je pense que mes origines libanaises m'ont beaucoup aidé. On aime dire que nos ancêtres sont les Phéniciens, puis qu'on a la business dans le sang. Alors oui, je dirais que je suis ce type de pain. Ancêtre phénicien, OK. On y reviendra à ça, c'est super intéressant. Ouais. Bien, merci. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première section. Comment tu gagnes ton pain? Fait, donc, notre première section, comment tu as gagné ton pain. Donc, on veut savoir un petit peu comment le tout est parti, mais d'un niveau plus personnel. Où a commencé ta carrière, tes études, dans le fond, où tu as peut-être commencé tes études? Bien moi, de mon côté, j'ai fait mes études au Cégep Maisonneuve en sciences humaines profil monde. Dans le temps, je voulais devenir diplomate. Alors, quand j'ai décidé de m'inscrire à l'université, je me suis inscrite au bac en relations internationales et droit international à l'UQAM. Puis, après un an d'études, j'ai décidé de switcher pour le droit parce que durant ce parcours, je prenais des cours d'histoire, de politique, mais notamment de droit. Et je me démarquais quand même assez bien dans mes cours de droit. Puis, en discutant avec mes premiers professeurs, ils me disaient « Pourquoi tu switches pas? T'aimes vraiment ça? T'es passionné? » Alors, après un an, j'ai décidé de faire le switch et j'ai été transférée au baccalauréat en droit. Donc, 3 ans de bac en droit. Après ça, j'ai gradué et j'ai fait le barreau en 4 mois, parce qu'on a 2 options, on peut soit faire en 4 mois ou en 8 mois. C'est ça, c'est comme 2 gangs, hein? C'est 2 gangs. Moi, je suis partie de la ligne des 4 mois. J'ai passé le barreau. Par la suite, j'ai fait mon stage. C'était un stage de 6 mois. Après le stage, je m'ai assermentée et j'étais officiellement assermentée avocate. Wow. Puis ça, tu as commencé ta carrière, dans le fond, dans une firme. Exactement. Dans une firme, je pratiquais et je pratique toujours en droit des affaires, même si je fais du litige civil et commercial. Ouais, je vais fêter mes 4 ans dans 3 semaines. En tant qu'avocate? Oui. Ah, félicitations. Ben, bonne fête de 4 ans, en avant. Puis, dans le fond, c'est ça, donc tu as commencé dans une firme pour aller acquérir un petit peu d'expérience. Tu as fait ça pendant combien de temps, la firme, avant de... Avant de quitter, en fait, j'ai travaillé dans des firmes privées jusqu'à l'année passée. J'ai pratiqué en tant qu'avocate, mais j'ai toujours su que quelque part dans ma vie, je savais pas quand, comment, quoi, mais j'ai toujours su que quelque part, j'allais lancer une business. Durant les études, c'est plus difficile parce qu'on est vraiment occupé, c'est très, très lourd aussi. Les études en droit sont difficiles et très demandantes. Les premières années aussi, en tant qu'avocate, tellement de choses de connaissances à acquérir. Donc, c'était moins possible aussi. Mais l'histoire, en fait, éventuellement, je me suis dit, OK, oui, je veux partir quelque chose. Puis là, peut-être on peut commencer à parler de la business. Oui, absolument. Puis, il y a à peu près 2 ans de ça,
Ma sœur était fiancée dans le temps, puis elle se mariait. Puis là, on a eu une conversation où elle me disait « Ah, Doha, tu sais, mon mariage approche. J'essaie de trouver de la lingerie haut de gamme pour ma lune de miel et j'en trouve pas. » Là, je lui ai dit « Ah, comment ça? » Puis là, elle me disait ben, « C'est vrai, ici à Montréal, mais c'est facile de trouver du fast fashion. Donc, de la lingerie, je veux pas nommer les compétiteurs, mais de la lingerie, disons, moins qualitative, plus des couleurs plus pop, du rembourrage. Mais pour ceux qui veulent vraiment investir dans de la belle lingerie haut de gamme, c'est très difficile. » Et puis là, ben, en discutant avec elle, je me suis dit ben, c'est vrai. Parce que quand on marche en Europe, notamment à Paris, par exemple, à chaque coin de rue, il y a une petite boutique de lingerie haut de gamme. Donc, ça fait littéralement partie de leur culture. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas ici? C'est pas comme si les femmes n'en veulent pas. C'est pas comme si la demande n'existait pas. Alors, ça m'a comme traité l'esprit. Puis, j'ai décidé de faire une petite recherche, là, voir, bon, qu'est-ce qui se passe dans le marché de la lingerie? C'est peut-être l'entrepreneur, justement, de la curiosité entrepreneuriale. Innocemment au début, un peu. C'est ça, exactement. Fait que là, j'y pensais toujours, puis j'ai fait une petite recherche pour voir, est-ce qu'il y a du potentiel? Puis, après cette recherche-là, j'ai réalisé 2 choses. La première chose, c'est que le monde de la lingerie, c'est vraiment un monde en expansion, qui a vraiment beaucoup de potentiel. Donc, pour quelqu'un qui veut investir ou littéralement partir une compagnie dans ce domaine-là, dans ce monde-là, il y a beaucoup de potentiel. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que la plupart des compagnies de lingerie ont été fondées par des hommes. Et puis là, je me suis dit, mais là, ça fait pas de sens. La lingerie, avant tout, c'est pour la femme, c'est pas pour l'homme. Alors pourquoi c'est des hommes qui fondent ces entreprises-là? Sans vouloir être sexiste. Mais là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lingerie vulgaire, beaucoup de fast fashion, mais de la belle lingerie délicate faite pour les femmes, c'est moins commun. Ils font ça comme ça. Fait que là, je me suis dit, ça pourrait tellement être un beau projet. Puis, honnêtement, la passion commençait à sortir. Puis là, je me suis dit, j'ai besoin d'un nom pour cette compagnie-là que je pars. Comment je pourrais appeler une compagnie de lingerie haut de gamme, luxueuse, que je veux différente, faite par une femme pour les femmes? J'ai pris une feuille et un crayon. Puis là, ça pourrait être un petit conseil pour les entrepreneurs qui cherchent un nom, justement. Mais j'ai pris une feuille et un crayon, puis j'ai écrit tout ce qui, pour moi, représentait le luxe. Parce que je voulais partir d'une entreprise. Tu savais que ça, c'était condition sine qua non. C'est une condition, exactement. Fait que là, j'ai écrit plusieurs mots. Notamment, j'ai écrit le mot caviar, parce que pour moi, le caviar, ça représente le luxe. Puis là, j'ai associé le mot caviar à plusieurs autres noms. Puis là, je me disais, bon, OK, caviar noir. Je l'ai dit à voix haute, puis je me suis dit, ça sonne vraiment bien, caviar noir. Donc, la première chose que je suis allée faire, c'est, je me suis rendue sur le site du registraire des entreprises pour voir si le nom était utilisé par quelqu'un d'autre. Ce n'était pas le cas. Alors là, je me suis dit, let's go, j'ai le nom, j'ai vraiment une très belle idée, je viens de trouver le nom. Première chose que j'ai faite, c'est m'incorporer pour justement me garantir le nom pour que personne ne le vole. Puis, c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler sur le projet. OK. Ouais. C'est comme ça. Puis je pense que toute l'idée de luxe fonctionne parce que quand j'ai vu le nom Caviar Noir, je m'imaginais pas que c'était comme une entreprise qui a été fondée en 2022. Puis votre branding, c'est excellent. Et ça reflétait vraiment une image de marque de luxe bien établie. Donc, je pense que c'est un succès à ce niveau-là. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Dès le départ, je voulais pas faire n'importe quoi. Je voulais vraiment faire quelque chose à la hauteur du projet. Donc, j'ai beaucoup investi justement dans le marketing, dans le branding. L'image de la marque est très importante pour moi. Puis, c'était un no-brainer que j'allais investir beaucoup là-dessus puis j'allais travailler fort aussi là-dessus. Oui, ma prochaine question, c'est un peu relié avec ce que tu m'as dit dans l'introduction. Tu m'as parlé que vous êtes fier d'avoir les origines phéniciennes. Donc, l'entrepreneur est en toi. Donc, une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que selon toi, on devient ou on est entrepreneur? C'est pas obligé d'être un ou l'autre strictement, mais il y a comme 2 philosophies où soit tu l'es puis tu l'es pas, ça fonctionnera juste pas. Ou sinon, c'est quelque chose que tu développes, quelque chose que tu peux apprendre, même aller à l'école pour apprendre des limites. Selon toi, c'est lequel? Si je veux parler pour moi, je pense que personnellement, je suis née entrepreneur. J'ai toujours, comme je l'ai dit, j'ai toujours su qu'à quelque part dans ma vie, j'allais me lancer. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Mais pour avoir travaillé avec des entrepreneurs, comme je te l'ai dit, je suis avocate en droit des affaires. Donc, les entrepreneurs, je connais ça, je travaille avec eux. Justement, quand on se lance, l'une des premières choses qu'on fait, c'est aller consulter un avocat pour soit s'incorporer, soit se renseigner. Donc, je travaille avec les entrepreneurs, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui est né entrepreneur. Pour certains, c'était même pas une option, puis à un certain moment,
ça clique. Ou pour d'autres, effectivement, c'est les études. Pour certains, c'est, je sais pas, un événement de vie qui a fait en sorte qu'ils ont décidé de changer de voie puis de se lancer. Donc, je pense qu'il n'y a pas nécessairement une réponse, soit qu'on est né, soit qu'on l'est pas. Non, je pense que pour certains, on est né, pour d'autres, non, mais ça peut venir éventuellement. Il n'y a pas de secret, là. Il n'y a pas de secret magique. De secret magique, c'est ça. OK. Puis justement, donc dans le fond, depuis que tu as quitté la firme, tu continues aussi d'accompagner des entrepreneurs en tant que consultante. Dans le fond, comment tu définirais un petit peu l'entre-deux, ton titre? Quand j'ai décidé effectivement de quitter la firme, j'ai décidé de partir à mon compte parce que ça allait me permettre d'un côté de travailler sur Cavernoir, mais en même temps, je n'étais pas prête à lâcher le droit. Puis je ne veux pas pour le moment lâcher le droit, donc j'ai décidé de partir à mon compte. Donc en ce moment, je jongle entre les deux. Je travaille sur Cavernoir et je suis également avocate à mon compte à temps plein. Comme beaucoup d'entrepreneurs, donc tu es comme une flexipreneur dans le fond. Tu jongles les deux, c'est intéressant. Puis je pense que tu m'avais dit quelque chose la première fois qu'on s'était parlé avant cet enregistrement. Tu m'avais dit que ton but, c'était éventuellement de devenir ta seule cliente, dans le fond, en tant qu'avocate, puis que ta compagnie Cavernoir soit ton seul client. Exactement, c'est ça. Je peux jamais lâcher le droit. Je pense que mon bagage juridique et mes connaissances juridiques vont me servir pour le restant de ma vie. Mais effectivement, si un jour ça explose et que Cavernoir devient une sensation, ben, effectivement, j'aimerais ça travailler pour Cavernoir et que ça devienne ma seule cliente. Intéressant. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu vois un rôle particulier dans l'entreprise qui serait pas nécessairement présidente ou genre certains deviennent founder, mais chief marketing, chief, je sais pas comment ça fonctionnerait. C'est une bonne question. En ce moment, je suis impliquée dans absolument tout dans l'entreprise. Je sais que je peux parfois être difficile parce que je veux m'impliquer dans tout. J'ai un mot à dire sur absolument tout, que ce soit les dessins, les designs, le marketing. J'ai un mot à dire et je m'implique beaucoup. Justement, comme je l'ai dit, l'image de la marque est super importante et je veux m'assurer que ma vision, en fait, transparaît dans l'entreprise. Puis je voudrais toujours avoir une main ou quelque chose à avoir dans l'entreprise, même si ça grandit. Donc oui, j'aimerais ça... je veux dire, m'occuper du département juridique de Cavernoir éventuellement, mais je veux en fait continuer Aussi. Exactement à travailler sur tous les aspects de l'entreprise, si possible. Absolument. Ouais. Ben, c'est ce qui nous amène tranquillement à notre deuxième section. Donc, bien entendu, le parcours entrepreneurial est semé d'embûches, de défis, de bons coups, de mauvais coups. C'est ce qui m'amène à la question, est-ce que tu as mangé tes croûtes? Donc, les croûtes étant justement ces embûches-là, est-ce que tu as des anecdotes qui ont marqué le lancement de Cavernoir depuis le début? Je sais que c'est une jeune entreprise, donc lancée en 2022, mais qu'est-ce qui a rendu ça un peu spicy, ton parcours, là? Un peu spicy. J'ai beaucoup d'anecdotes, en fait, puis je pense que quand on se lance, chaque jour, il y a littéralement une anecdote ou quelque chose qui se passe. C'est des problèmes à régler, hein, l'entrepreneuriat tous les jours. Exactement. Une anecdote, je dirais, quelques jours après le lancement de Cavernoir, ça y est, le projet était lancé. Le site web était en ligne, donc le compte Instagram aussi était lancé. J'ai eu une sleepless night, donc une nuit en particulier où je n'arrivais pas à dormir. Okay. Puis durant cette nuit-là, j'étais là, puis je laissais le doute m'envahir, en fait. Puis je commençais à me dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de mettre des milliers de dollars sur un projet, mais qu'est-ce qui arrive si personne n'achète ton produit? Qu'est-ce qui arrive si tu viens de faire la pire erreur de ta vie? Puis là, j'étais là, puis honnêtement, je stressais énormément, puis je n'arrivais pas à dormir, puis c'était vraiment une nuit difficile. Et tout d'un coup, je reçois une notification sur mon cellulaire. Je pense qu'il était 3 heures du matin. Puis quelqu'un venait d'acheter un set de lingerie d'Australie. Wow! D'Australie. Première cliente d'Australie. C'est loin, l'Australie, là. C'est très, très loin. Puis là, j'ai ri parce que je me suis dit, je suis là, je veux dire, à me stresser la vie, à laisser le doute m'envahir. Puis il y a quelqu'un qui a décidé de payer 88 $ de shipping puis d'acheter un set de lingerie de ma compagnie. Wow. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, never again, je vais plus laisser le doute m'envahir. Puis honnêtement, à partir de ce moment-là, j'ai plus stressé. Mais c'est quand même drôle quand je raconte cette histoire parce que en tant qu'entrepreneur, c'est facile de laisser ses craintes, en fait, puis de laisser les idées noires survenir. Puis
Puis je pense qu'il faut juste croire en son projet, croire en ses rêves. Moi, grâce à cette cliente-là australienne, honnêtement, ça a changé tout. ça a là. tout changé, là. OK. Ouais. Puis à partir de là, j'imagine, ça s'est développé. Tu as eu des clients un petit peu de partout. Ça a renforcé Exactement. un petit peu, Petit à petit, effectivement. Petit à petit, c'est super, ça. 3 heures du matin, déjà. C'est quoi, c'était à peine un site Instagram, une page Instagram, puis tu faisais pas encore de publicité nécessairement ou quoi que ce soit, j'imagine? J'avais commencé la promotion petit à petit, mais je ne sais pas comment cette cliente m'a trouvée. Mais comme tu l'as dit, on a travaillé fort sur notre marketing, on a travaillé fort sur le produit. Donc, quelqu'un d'Australie voit justement ce travail et décide d'acheter un set de lingerie, c'était quelque chose. Ça fait toute une différence. C'est ça. Puis, donc ça, c'est une excellente nouvelle, puis c'est un bon coup. Est-ce que, genre, tout s'est passé smoothly, la production, il n'y a jamais eu de défis techniques? Tu avais tout mis en place un petit peu? Parce que tu me parlais justement, avant qu'on commence, que le design était fait quand même à Paris, qu'une partie de la production était faite en Tunisie. Est-ce que ça complexifie les choses un petit peu, les fuseaux horaires, tout ça? Oui, tout à fait. Puis justement, en parlant de design parisien, juste le fait de trouver cette designer-là, ça a été tout un processus. Je pourrais peut-être t'en parler, mais quand j'ai commencé à faire mes recherches pour Caviar Noir, moi, je ne suis pas styliste, je ne dessine pas. J'avais une vision, mais j'avais besoin que quelqu'un mette cette vision sur papier. Donc là, j'ai commencé à faire mes recherches. Idéalement, j'aurais trouvé quelqu'un localement, donc d'ici. Très vite, j'ai compris que la lingerie, c'était pas un savoir-faire qui était acquis à Montréal ou au Québec en général. Donc, j'ai dû regarder plus à l'international. Ou peut-être même que c'est perdu avec le temps aussi, avec l'exportation du textile ailleurs. Là. Ça se peut, mais par contre, la corsetterie est née en France. Donc, je me suis dit, bon, je trouve personne ici, pourquoi pas essayer d'aller à la source, puis de trouver quelqu'un en France. Donc, j'ai commencé mes recherches sur des sites français pour trouver les professionnels. Puis, j'ai passé à peu près 30 entrevues avec 30 stylistes différentes pour trouver la bonne qui allait comprendre ma vision. Puis, après une trentaine de rencontres, je trouvais personne. Et là, je me suis dit, bon, Doha, je veux dire, le temps file, il faut que le projet avance, il faut que tu trouves quelqu'un. Puis, notamment, il y avait une styliste qui avait 15 ans d'expérience, je veux dire... semblait avoir les capacités, en fait, de mener le projet avec moi. Mais j'avais la petite intuition là, qui dit « c'est pas la bonne. She's not the one. Et puis là, je me suis dit « non, il faut que je prenne une décision, sinon le projet va jamais avancer. » Mais j'ai suivi mon intuition et je me suis dit « OK, une dernière petite recherche. Let's go. Une dernière petite recherche. » Alors, je la fais, cette dernière petite recherche, puis je tombe sur le profil de ma styliste actuelle. J'ai fait une petite entrevue avec elle. Après 5 minutes, je savais que c'était la bonne. Ah ouais. Puis ça aussi, ça peut être un conseil pour les entrepreneurs. Notre petite intuition, là, il faut la suivre. Elle est là, puis c'est pas pour rien. Moi, honnêtement, j'ai pas regretté. J'ai suivi mon intuition. J'ai trouvé la bonne styliste. Puis avec elle, on a monté des collections. Puis c'est exactement ce que je voulais. Puis c'est tellement essentiel. C'est la personne qui va design le vêtement. C'est ça. Donc, ça fait toute la différence. Mais... elle m'a tout de suite compris, puis elle a pu dessiner exactement ce que je voulais, puis on se comprend, puis c'est quelque chose qui est quand même très important, de travailler avec des professionnels qui nous comprennent, qui ont les mêmes valeurs que nous aussi. Donc, je suis contente d'avoir suivi cette petite intuition-là. Ça a payé. Ça a payé. Puis justement, parlant de payer, est-ce que ça a été un challenge, pas un challenge, mais une grosse prise de risque pour aller chercher cette personne-là? Est-ce que tu avais comme une façon de travailler avec elle selon les ventes des produits ou tu l'as payé par mandat, par contrat? Comment tu as réussi à, jeune entreprise, pas t'investir avec un employé temps plein, j'imagine, dès le départ? Est-ce que ça, tu avais trouvé une façon efficace de travailler à ce niveau-là? Oui, bien en fait, justement, comme je l'ai dit, en France, il y a ce savoir-faire. J'ai été chanceuse parce que c'est très commun pour les stylistes et les designers d'offrir des mandats forfaitaires. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après avoir trouvé la bonne styliste, on a discuté justement de comment envoyer les choses, des besoins de l'entreprise aussi. Puis, avec ça, elle m'a fait un forfait par collection. Puis, effectivement,
c'était plus facile que d'employer quelqu'un. Je Attends, n'étais pas rendue là, c'est ça. OK. Exact. Puis est-ce que ça a fait partie de, par exemple, on n'a pas beaucoup encore parlé, mais Futurpreneur qui justement présente cet épisode, comment ça fonctionne un petit peu pour ceux qui ne savent pas, en passant, Futurpreneur fournit du financement jusqu'à 60 000 entre la BDC, donc la Banque de développement du Canada, qui peut fournir jusqu'à 40 000 et Futurpreneur jusqu'à 20 000 ensemble peuvent permettre aux entrepreneurs d'aller chercher 60 000 Oui, Et ça peut être utilisé pour justement le développement d'entreprise, surtout à une étape tout à fait. cruciale au début. Exact. Donc, un petit peu de dette, mais qui peut propulser l'entreprise, dans le Mhm. fond. Nous-mêmes, à Studio Machiavel, on en a bénéficié. Ah, Vous en avez bénéficié aussi, je chez pense. Cavernor, oui. Ouais, exact. Est-ce que c'est ce genre de dépenses qui ont été priorisées? Est-ce que ça fait une grosse différence d'avoir cet argent-là en banque, si on veut, pour propulser l'entreprise? 100%. Je pense que sans le financement de Futurpreneur, et c'est pas pour leur faire de la publicité, mais c'est la vérité, sans le financement de Futurpreneur, j'aurais pas pu nécessairement monter un aussi beau projet. Parce que, comme on l'a dit, le marketing est très beau, mais ça coûte de l'argent derrière ça. Je voulais monter aussi un très beau produit, donc je suis allée chercher la meilleure qualité de matière sur le marché. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, grâce justement au financement, j'ai pu aboutir. À le faire. Exactement, À le c'est faire. ça. Je veux pas, on met de l'argent de notre propre fruit et tout ça, mais Oui, exactement. on peut aller un petit peu plus vite dans Plus l'échange. vite, chercher plus ça. fort, exactement. Puis je pense qu'on est vraiment chanceux parce qu'ici au Québec, on a ces ressources-là qui ne sont pas nécessairement accessibles partout à travers le monde. C'est vrai. Justement, juste de mes conversations avec la designer française ou les autres fournisseurs, par exemple, en Europe, c'est plus difficile pour un jeune entrepreneur de se lancer. Ici au Québec, on a ces ressources-là, donc il faut en profiter. C'est Parce vrai. que c'est là pour nous. Puis il y a une culture, je pense, autour qui est peut-être pas encore parfaite, là, mais Ouais. qui est peut-être un petit peu mieux qu'en France. Il y a moins cette espèce d'idée de hiérarchie. 100%. Où j'ai l'impression que les jeunes entrepreneurs sont moins vus, moins encouragés que, comme on dit, le old money, dans le Ouais, fond. exactement. Le new money est moins encouragé un petit peu. Je pense qu'on est chanceux ici. On a vraiment des ressources pour se lancer. Puis je trouve qu'on a aussi une certaine mentalité qui croit en les jeunes et l'avenir des jeunes aussi. Alors ça, c'est bien. Ça C'est encourage. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Puis c'est un petit peu, pas pour plugner pour un groupe 1 non plus, mais c'est un petit peu ça l'idée avec laquelle on était parti, Ouais. d'encourager la relève entrepreneuriale québécoise puis C'est leur ça. donner une voix un petit peu plus. Ouais. Parce qu'il y a tellement de beaux projets, il y a les 100%. ressources pour les accompagner. Maintenant, il faut juste en parler au maximum, je pense. Exactement. Il Et faut que le message arrive justement aux bonnes oreilles. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Donc, c'était l'idée derrière Né pour un groupe 1. Puis, dis-moi, justement, parlant de programmes, tout ça, il y a Futurpreneur, il y en a d'autres aussi. Est-ce que tu as pu bénéficier d'aide aussi? Est-ce que tu as une mentor ou un mentor qui t'assiste? C'est quoi les éléments qui ont fait vraiment une grosse différence dans le lancement de Caviar Noir depuis le début, dans ce qui est disponible? Oui, exactement. Oui, j'ai un mentor qui me suit. Puis j'ai aussi, je veux dire, ma famille qui me soutient parfaitement dans ce projet-là. Donc, je pense que ça aide aussi. À aider beaucoup. Est-ce qu'ils sont pas partenaires nécessairement, mais ils sont là comme sont là. en support à 100%? En support moral. Est-ce que ça vient un peu de la culture libanaise qui est très qui rend les familles très tissées, serrées, j'imagine? Ça aide aussi, là? 100%. Je veux dire, quand j'ai parlé du projet à mon père, c'est la personne, je veux dire, qui m'a encouragée le plus. Ouais, 100%. Il était là à fond, puis des fois, honnêtement, juste une phrase peut faire la différence. Let's go, lance-toi, je crois en toi. Puis effectivement, c'est très présent, justement, dans la culture libanaise, là, de s'encourager, puis de s'aider aussi. Puis est-ce qu'eux, il y avait une expérience entrepreneuriale au préalable ou ils ont vraiment fait comme, OK, on sait pas trop c'est quoi l'entrepreneuriat, mais on te supporte? Non, ben, effectivement, mon père est venu du Liban dans les années 90 avec absolument rien. OK. Puis il a été entrepreneur toute sa vie. Puis pour moi, c'est un exemple qu'on est capable de faire something out of nothing, de faire quelque chose même si on n'a rien. Donc ça a toujours été un exemple pour moi. Puis, Je peux imaginer. Ouais. Ouais. C'est quand même inspirant, justement, voir... Très inspirant. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y en a beaucoup aussi d'immigrants qui arrivent de rien puis qui se dirigent quand même rapidement vers l'entrepreneuriat. C'est quand même impressionnant. Ouais. Je pense que en termes déjà, juste, c'est stressant de lancer une entreprise, tout 100%, ça. ouais. Mais en plus, tu combines ça au fait que tu viens d'arriver puis tu as tous ces défis-là. C'est comme... faut du courage. Il faut là, du courage. Tu n'as pas nécessairement la langue. Ouais. Tu la maîtrises pas très, très bien. Tu n'as pas nécessairement les fonds non plus. Donc, oui, ça prend du courage. Puis, mais moi, je suis contente d'avoir des personnes aussi inspirantes dans mon entourage
qui C'est sûr que aide assez. ça m'a inspirée personnellement. Donc, 100%. Donc là, en ce moment, tu es tout seul dans l'entreprise, donc 100% excellent. quand je parle de on, ben, je veux dire, nous, l'entreprise on, c'est moi. Ouais, c'est ça. Mais On a fait ça, non, c'est moi. Je porte tous les chapeaux en ce moment. c'est ça, c'est les différents chapeaux qui font le on. C'est ça, exactement. Puis est-ce que tu penses aller chercher de l'aide? Comment tu vois un petit peu le développement au niveau de l'entreprise, sans qu'on en parle trop, parce qu'on a une section juste après pour ça, mais est-ce que tu penses qu'éventuellement, ça va être aller chercher une produit? Parce que j'imagine que tu reçois les paquets ici, tu les envoies. Comment ça fonctionne exactement ton day-to-day, là, si quelqu'un fait une commande sur le site? Oui, je pourrais peut-être parler aussi, bien, en fait, du processus pour en arriver là, puis ensuite de ça, de mon day-to-day. En fait, le processus que je suis normalement, premièrement, avant même de partir une collection, je pense à une histoire. Parce que pour moi, c'est très important que chaque collection que je sors raconte une histoire, raconte quelque chose à ma clientèle. Je ne veux pas vendre un produit juste pour le vendre. Je veux vraiment que ça vienne rejoindre la clientèle à quelque part. Donc, je commence par trouver cette histoire-là que je veux raconter. Une fois que j'ai une idée de l'histoire, je commence à faire ce qu'on appelle un mood board. Donc, je vais aller trouver des images. Moi, personnellement, j'utilise Pinterest. Ouais, je connais. Tu connais? Ça aide Big beaucoup. fan. Big fan, hein? Ouais. C'est ça, moi aussi. Puis ça m'aide à trouver des images. Puis c'est pas nécessairement des images de lingerie, ça peut être absolument n'importe quoi. Quelque chose qui m'inspire et qui inspire justement cette collection, l'histoire que je veux raconter. Une fois que le mood board est quasi complet, donc j'ai une meilleure idée de ce que je veux faire, de ce que je veux projeter. Là, à ce moment-là, je commence à faire le sourcing. Donc, je vais aller chercher les matières, que ce soit au niveau de la dentelle, que ce soit au niveau du satin, des broderies. Donc, des belles broderies, des beaux satins. Puis, comme je te l'ai dit au tout début, je fais mon sourcing en Europe. Donc, on fait affaire avec des compagnies italiennes, suisses et françaises. Donc, on cherche vraiment la meilleure qualité sur le marché. Puis, une fois qu'on a les matières, là, à ce moment-là, on commence à faire les dessins. C'est là où la designer rentre en jeu. Donc, elle va faire les dessins. Puis, comme je te l'ai dit, je suis à 100% impliquée. Donc, on va les retravailler jusqu'à qu'on ait les résultats parfaits. À mes yeux et à ses yeux aussi, parce que ça compte pour moi. Puis, une fois qu'on a les dessins, on les envoie à l'usine. Puis, c'est là où la production commence. Okay. Donc, au début, on va faire des développements de prototypes. Puis, une fois que les prototypes sont approuvés, la production commence. Une fois que la production est terminée, on me les ship à Montréal. Puis là, je les ai ici. Puis c'est là où je peux commencer à les shipper aux clientes, en fait, qui font des commandes. OK, intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, très intéressant, mais comment est-ce que c'est compliqué un petit peu? Genre, déjà les matières, mettons, en Europe, tu les commandes des samples. Exact. Quand tu es rendu à la production, tu reçois aussi, j'imagine, des échantillons, tu valides, tu checkes ça. Exactement. Comment tu fais pour que ça soit efficace puis que tu ne perds pas trop de temps à ship back and forth? Bien, on est chanceux, en 2023, ça se fait quand même assez rapidement. Puis, des fois, bien, c'est sûr que on utilise Zoom et Teams et Google Meet pour se rencontrer plus rapidement, pour que ça aille plus vite. Mais sinon, oui, on m'envoie des samples. C'est comme ça que je fais les approbations. OK. Puis est-ce que ça a été quand même un petit risque? Il a fallu que tu fasses confiance à du monde de l'autre bord de l'Atlantique. Est-ce que c'est stressant un petit peu au début? C'est très stressant. Je pense que c'est une des parties les plus stressantes. Est-ce que je me fais avoir? Est-ce que c'est des fraudeurs? Est-ce que parce que c'est quand même des gros montants aussi que j'ai mis. Mais honnêtement, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis je ne le dirais pas assez, recherche. J'ai fait les recherches pour trouver les bonnes personnes, les bons fournisseurs, les bonnes usines. Puis ça m'a vraiment sauvée à ce niveau-là. Puis comment tu valides, mettons, que c'est le bon fournisseur? Est-ce qu'il y a des ressources pour... J'imagine que c'est pas aussi simple que juste un site de review ou c'est aussi simple que ça, peut-être? Je sais pas. C'est en posant les bonnes questions aux bonnes personnes. Je veux dire, le monde de la lingerie, c'est quand même un petit monde, même si, je veux dire, ça peut paraître vaste. Mais c'est souvent les mêmes acteurs qui reviennent. Par exemple, on fait affaire avec Sophie Alette, qui est un dentelier français. D'ailleurs, c'est eux qui ont fourni la dentelle pour la robe de mariée de Kate Middleton, par exemple. OK. Alors là,
je veux dire, c'était facile de savoir que c'était pas des fraudeurs. Je veux dire, c'est quand même des compagnies connues. Donc, c'est ça. Donc, en trouvant les bons fournisseurs qui ont quand même déjà une bonne réputation, parce que la meilleure façon, en fait, d'être dans la cour des grands, c'est de faire comme les grands. Alors, c'est ça. Je me suis vite attaquée aux meilleurs fournisseurs sur le marché. J'ai pas niaisé avec ça. Absolument. Et vu que ça, j'imagine que c'est les meilleurs fournisseurs, ils doivent coûter sûrement dans les plus chers. Ah oui. Est-ce que tu arrives quand même à faire des marges respectables ou as-tu une stratégie par rapport à ça que peut-être éventuellement tu vas faire des meilleures marges ou dès le départ tu as réussi à trouver ton groove avec ça? Non, c'est ça. Dès le départ, j'ai vraiment cité ma tarification qui ne va pas changer. En fait, ça va toujours tourner autour de ces prix-là. Ce que je vends, c'est du haut de gamme, c'est du luxe. Dès le départ, je me suis dit que j'allais pas m'attaquer au marché chinois. C'était important pour moi. Premièrement, parce que ça rejoignait pas mes valeurs. Deuxièmement, pour la qualité. Puis ma conscience d'entrepreneur aussi. Alors, j'ai vite attaqué les grands joueurs, comme je l'ai dit. Je vends du luxe. C'est sûr que les prix, ça va de soi. Je veux dire, ils sont quand même élevés en conséquence. Mais je vends du luxe accessible. Ça veut dire que si on me compare à d'autres compagnies de lingerie haut de gamme, j'essaie quand même de rester dans le raisonnable parce que je veux que ce soit de l'accessible aussi. Alors, j'ai vraiment choisi une brochette de prix, si je peux dire ça comme ça, qui me permet en fait de continuer dans le projet. Donc, le projet demeure viable, mais en même temps que ce soit accessible à la clientèle d'un autre côté. Puis pour quelqu'un comme moi qui magasine pas souvent de lingerie, comme tu peux t'imaginer, donc tu compétitionnes pas vraiment avec Victoria's Secret ou ces grandes marques-là, justement, qui sont peut-être plus dans le fast fashion. Exact. Mais ça a l'air de qui la compétition? Donc, c'est-tu les grandes marques dont le nom tout le monde connaît, genre Louis Vuitton et autres? Je ne sais pas s'ils font la lingerie ou quoi que ce soit. À ma connaissance, Louis Vuitton ne fait pas de lingerie. Peut-être que je me trompe, mais non, si on parle de grandes marques, je dirais des marques comme Agent Provocateur, comme La Perla, comme Livy en France. C'est des marques, honnêtement, qui sont vraiment inspirantes, puis des marques qui offrent aussi de la qualité, du luxe, quelque chose de beau. Intéressant. Donc, voilà. Puis est-ce que ta clientèle, tu l'as mentionné, il y en a en Australie, comme on a vu la première commande. Surprenamment, mais oui. Mais est-ce qu'elle est quand même majoritairement au Canada? Est-ce que c'est vraiment tu avais perçu qu'il y avait un besoin au Canada, qu'il n'y avait pas assez d'options, puis c'est là que ça a directement fonctionné ou c'est carrément international, puis il n'y a pas vraiment plus? En ce moment, je me concentre vraiment au Canada et aux États-Unis, effectivement parce que j'ai réalisé qu'il y avait un créneau inexploité en Amérique du Nord, puis que c'était vraiment ma chance. Mais je suis très ouverte à l'international. Mais avant tout, la cliente québécoise, c'est la cliente qui m'inspire. Donc, quand je fais les dessins, quand je travaille sur le projet, j'ai en tête cette clientèle québécoise-là. Donc, avant tout, c'est ma clientèle cible. Puis plus largement, éventuellement, l'international. On espère. Qui va se développer. Qui va se développer, c'est ça. Intéressant. Et est-ce que tu fais, par exemple, des campagnes de pub? Comment tu développes un peu l'entreprise? Puis éventuellement, en fait, on peut tout de suite y aller. Si Karim, tu veux nous lancer dedans. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. On est rendu essentiellement dans notre dernière section, qui est du pain sur la planche. Donc, l'idée un peu, c'est de voir un petit peu le travail qui s'en vient, qu'est-ce qui reste à faire et les tendances que tu perçois. J'étais curieux justement de te demander un peu, est-ce que ça va venir ton futur développement par plus d'investissement massif en publicité ou c'est plus par les influenceurs? C'est comment que tu vois que l'élément qui va permettre d'amener Caviar Noir à compétitionner avec les plus grands? Oui, moi, je crois beaucoup au marketing d'influenceurs. D'ailleurs, je commence à travailler là-dessus petit à petit. Par contre, il faut faire attention, il faut choisir les influenceurs de qualité parce que c'est très facile de s'acheter des abonnés, c'est très facile d'être influenceur, mais de ne pas nécessairement avoir de l'influence. Alors, je fais beaucoup de recherches à ce niveau-là. Puis c'est une stratégie parmi d'autres que j'utilise et que je vais continuer à utiliser pour Caviar Noir. OK. Et est-ce que tu balances justement, j'ai mentionné la publicité, est-ce que c'est un élément aussi que tu utilises ou comme Instagram, Facebook? Oui, j'utilise beaucoup Instagram. Là, je commence sur TikTok. C'est un peu plus difficile pour moi. OK. Je suis après tout une millennial. Mais petit à petit, j'essaie de commencer à faire justement ma marque sur TikTok. Je fais aussi des ads payantes que j'utilise. En fait, des ads, des publicités payantes sur Facebook et Instagram pour chercher de la clientèle.
En 2023, il y a tellement de moyens de faire du marketing. Ouais. Je veux dire, C'est certain. sky is the limit. Mais principalement, je dirais qu'en ce moment, c'est plus le marketing d'influenceurs et aussi le marketing organique, le bouche à oreille, il ne faut pas l'oublier, Ouais, qui est très... c'est très important. Ouais. Est-ce que tu as un moyen de savoir un peu d'où viennent justement ce trafic-là? Est-ce que tu sais un peu, c'est tel pourcentage de bouche à oreille à peu près, tel pourcentage de chaque source? Ou... C'est parfois difficile de savoir quand c'est du bouche à oreille, mais sinon, pour ce qui est des publicités payantes, par exemple, oui, c'est facile de voir d'où ce qu'ils viennent. Puis d'ailleurs, on peut cibler les personnes. Donc, on peut choisir la clientèle qui va justement voir ces publicités-là. Puis moi, bien, principalement, c'est la clientèle de Montréal et du Québec en général. Puis on peut choisir aussi les tranches d'âge. De mon côté, c'est les femmes de 25 à 35-40 ans. OK. Puis on peut aussi choisir les habitudes de ces personnes-là. Moi, ce serait les femmes qui magasinent en ligne, qui justement investissent dans les produits qu'ils achètent, qui cherchent des produits de qualité, par exemple, parce qu'après tout, Caverne Noire, c'est un produit de qualité qu'on vend. Donc oui, on utilise justement ces critères-là pour chercher la bonne clientèle. Un petit peu par association, tu peux aussi, j'imagine, choisir les marques auxquelles ils sont déjà habitués un petit peu. Puis, C'est ça. C'est ça qui est quand même C'est impressionnant. comment ça fonctionne. Ouais, un petit peu. Ben, nous-mêmes, on est sur le point de lancer une publicité. Peut-être que les gens qui vont regarder cet épisode au moment du lancement vont déjà l'avoir vu. Mais Studio Machiavel travaille sur sa première publicité aussi, donc encore plus curieux de connaître comment vous faites. C'est intéressant. C'est bien. Et est-ce que tu perçois des tendances dans le marché qui s'en viennent sur lesquelles tu veux capitaliser pour Caviar Noir? Oui, bien, je remarque beaucoup de tendances, mais si je devais en nommer une, c'est la tendance plus écologique. Je trouve qu'avec les nouvelles générations, ils ont à cœur, en fait, de sauver la planète, ce qui est très, très bien. Puis, c'est quelque chose aussi que j'ai à cœur, que je porte à cœur. Donc, c'est important pour moi que dans les années à venir, que ce soit au niveau des matières, du transport, de faire attention, que ce soit plus écologique. OK. Puis ça, tu travailles sur des recherches, on a dit les recherches sont bien importantes, pour aller mettre ça en place? Plusieurs fournisseurs avec lesquels je travaille, justement, offrent l'option écologique. Donc, c'est bien à savoir, puis c'est bien à envisager, notamment même pour le marketing. Oui, exact. C'est ça, les clients. Puis tu peux aller chercher des certifications et tout aussi, j'imagine. Peut-être que ça serait pour être quelque chose qui est intéressant. Exactement, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Ça pourrait venir. Peut-être la première marque de lingerie B Corp, quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant. J'aimerais ça. C'est chouette, c'est intéressant. Et est-ce que tu as des plans spécifiques, des nouvelles collections, des grands changements, des produits complémentaires qui s'en viennent, des choses comme ça? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Notamment, on travaille sur la prochaine collection d'automne-hiver 2023. Mais je dirais que la chose qui s'en vient, puis pour laquelle je suis vraiment, vraiment excitée, c'est Scoop, c'est ça. C'est New York Fashion Week. Donc, un mois après le lancement, j'ai été sollicitée pour participer à New York Fashion Week. Wow. Je pense que je vais être l'une des premières compagnies québécoises à en faire partie. Félicitations. Merci. Merci. Donc, en septembre prochain, je vais me rendre à New York pour défiler ma lingerie. Wow. Ouais. OK. Sur les runways et tout. Sur les runways. Wow, ça va être malade, ça. OK, c'est super. C'est sous la bannière, en fait, The One to Watch. Donc, les jeunes designers ou les jeunes brands à regarder, à watch. OK. Donc, voilà. Puis ça, ils t'ont spot sur les réseaux sociaux? Exactement. Ils t'ont vu sur les réseaux sociaux? C'est comme J'ai ça été spotée sur les réseaux sociaux. C'est ça. Super. Ça va être une énorme occasion d'exposure, de visibilité pour la marque. 100%. J'ai très hâte, justement, ça va me donner de la crédibilité de l'exposure parce que plusieurs, je veux dire, même Vogue va être là sur place. Donc, qui sait, peut-être qu'un article de Vogue va parler de Caviar Noir. Intéressant. Et est-ce On ne peut que rêver. Ben oui, pourquoi pas. C'est ça. C'est certain. Et est-ce que tu planifies bien couvrir ça? Est-ce que c'est du travail en amont? Est-ce qu'il y a toute une stratégie autour de ça qui commence à se former? Je ne veux pas dire mes secrets, mais oui, on travaille beaucoup là-dessus. Je veux vraiment que ce soit parfait. Je suis vraiment perfectionniste comme personne. Puis ça, on peut le voir à travers le produit que j'ai créé, que je vends. Puis pour Fashion Week, ce serait la même chose. Ça va être à la hauteur de ça. Ça va être à la hauteur, voilà. OK, super. Puis est-ce que tu penses, là, tu es 100% en ligne à travers un site web, j'imagine Shopify? Exact, Shopify. Est-ce que le retail, ça t'intéresse? Est-ce que autant avoir
boutique physique ou revendre à travers d'autres vendeurs? Ou... J'aimerais vraiment ça. Honnêtement, c'est un objectif à long terme et même à court terme, si possible, qui sait. Mais j'aimerais ça, en fait, juste pour donner l'occasion à la clientèle de venir toucher le produit, l'essayer avant de l'acheter. Je trouve que c'est quand même important. Donc, éventuellement, j'aimerais vraiment ça, avoir ma petite boutique caviar noir sur la rue Sainte-Catherine ou qui c'est au Vieux-Port. Peut-être un pop-up shop entre les deux. Ça peut être, je pense que c'est une option de plus en plus populaire, pas trop 100%. Quand même pas trop cher. Je pense qu'on a même reçu un invité qui nous expliquait qu'il y a des façons aussi de trouver des ententes flexibles dans les centres commerciaux ou autres, où tu peux même, je pense, avoir une partie des revenus collectés en échange de loyers plus bas, voire quasiment pas de loyer si tu réussis à avoir un certain nombre de ventes. Donc, ça peut être... 100%, il y a beaucoup de possibilités. En parlant de pop-up shop, justement, j'en fais un dans 2 semaines. OK. Je me suis associée à deux entreprises fondées par des femmes, des entreprises québécoises, By Giano et Oui, c'est une compagnie de bijoux. Puis on s'associe, puis on va faire un pop-up, mais le concept est très différent. C'est un pop-up en 5 à 7. Donc, une soirée networking faite par des femmes en affaires au Québec. Puis, justement, nos invités vont pouvoir venir, prendre un verre, discuter avec nous. Peut-être qu'on pourrait les inspirer, peut-être qu'ils vont pouvoir nous inspirer, pourquoi pas. Et en même temps, bien, on va afficher nos produits. Donc, c'est comme une séance networking/shopping en même temps. Ah, wow! Ouais. OK, ça a l'air intéressant. Ben oui, tu es invité d'ailleurs. Ah ouais, mais c'est ça, moi je suis en train de dire, moi j'ai envie de dire, ça a l'air cool. C'est ça. Je pourrais donner les détails, mais effectivement, je pense que c'est vraiment important de faire, comme tu l'as dit, des pop-up, participer justement à la collectivité, puis laisser la clientèle toucher et voir le produit, parce qu'en ligne, c'est quelque chose, mais souvent, on me le dit, « Ah, j'aimerais ça l'essayer, j'aimerais ça le voir. » Donc, donner la possibilité à la clientèle de le faire. Oui, c'est essentiel. Puis exact, ça va développer énormément, là, je pense. Et est-ce que tu as des choses en général dans le monde des affaires au Québec que tu aimerais voir arriver, que tu vois qu'il manque ou quoi que ce soit, que ton excellence te dit il me faut ça pour m'amener au prochain niveau? Bien, en fait, j'aime vraiment cette question-là. Je pense que ce que je voudrais voir en affaires au Québec, c'est plus de femmes qui se lancent. Je travaille avec les entrepreneurs. La plupart de mes clients sont des hommes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je commence à le remarquer que c'est plus facile pour les hommes de prendre des risques et se lancer que pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a peut-être cette mentalité-là, mais je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Moi, personnellement, j'ai cette cause à cœur. Donc, pour le mois de février passé, tout le mois de février, j'ai donné une consultation gratuite à toutes les femmes qui voulaient se partir en affaires et qui n'avaient peut-être pas les moyens de consulter un avocat. Une consultation d'1 heure gratuite pour les aider, les guider, répondre à leurs questions, peut-être les influencer, les inspirer, pourquoi pas. Et j'ai eu beaucoup de femmes qui ont pris justement des rendez-vous, qui sont venues me parler, qui ont pris ce 1 heure gratuite-là. 1 heure gratuite, excuse-moi. Puis voilà, donc ce que je veux voir, c'est plus de femmes qui se lancent, qui osent. Parce que comme tu l'as dit, on a les ressources. Il faut juste faire passer le message. Absolument. Mais je pense que c'est une excellente idée parce que les hommes ont plus tendance à prendre des risques, tout ça. Donc, enlever un petit peu de friction au début, là, je pense avec le 1 heure de consultation, c'est une excellente idée 100%. pour amener vers cet objectif-là. Et ma question en fait, on a un petit segment qu'on aime bien cette saison qui s'appelle « La question qui tue ». La question qui tue. Donc, ma question qui tue, c'est j'aimerais savoir comment tu souhaites compétitionner à travers des marques qui, entre autres, j'imagine que ça va affecter la qualité, bien entendu, mais vont produire dans des pays où le textile est très peu coûteux. Tu as quand même fait le choix de produire dans des pays, j'imagine la Tunisie, qui n'est pas exactement l'endroit le moins cher au monde. Comment rester compétitif avec ces corporations-là qui font le choix d'aller en Chine, par exemple? Je pense que la nouvelle génération est très consciente, puis elle ne cherche pas nécessairement le moins cher. Donc, mettre de l'avant la qualité de mon produit, être transparent avec mes clients. Par exemple, ce que je fais, c'est que j'utilise le moins possible Photoshop. J'essaie vraiment que mes mannequins soient le plus naturels possible, éviter le faux, éviter les mensonges, être le plus honnête possible dans mon marketing, dans l'image de ma marque, dans la qualité de mon produit aussi. C'est une façon pour moi, en fait, de me compétitionner, disons, par rapport
à ça. Puis c'est Ouais. quelque chose qui résonne, j'imagine, de plus en plus avec la 100%, puis je le vois. génération. En fait, j'ai lancé Caviar Noir il y a 5 mois Mhm. et la compagnie a quand même du succès. Ouais. Alors, oui. Ah. Alors, je le vois que les gens, justement, ils apprécient cette honnêteté, puis ils cherchent justement la qualité. Puis, ouais, Ouais. absolument. C'est super intéressant, ça. Puis, ça me fait penser aussi, est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à te faire l'entrepreneur que tu es maintenant, te faire devenir l'entrepreneur que tu es maintenant, puis qui t'ont aidé dans ton parcours? Des ressources, tu veux dire Des livres, des TED Talks. futurpreneur. Ben oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça que tu veux que je dise? Futurpreneur, Mais entre oui, autres. on en a parlé, je pense, tout au long, mais Ouais. j'ai eu beaucoup de ressources, que ce soit au niveau des ressources familiales ou sinon futurpreneurs qui m'ont accompagnée pour me lancer. Mais moi, de mon côté, j'aime beaucoup lire et me cultiver. Puis je pense que ça aide beaucoup aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, recherche, mais faire des recherches, ça peut aussi être en faisant des recherches sur d'autres entrepreneurs qui ont réussi et voir c'était quoi leurs défis à eux. Puis juste essayer de trouver des ressources pour me motiver, mais pour m'aider aussi. Dans des domaines similaires aussi pour... Similaire et différent, honnêtement, des fois, vrai ça aussi. peut être totalement différent. Si, par exemple, je veux parler d'un point ressource, je dirais peut-être un livre, notamment, que j'ai lu, qui m'a beaucoup inspirée, honnêtement. C'est le livre Ikigai de Hector Garcia. C'est un livre, en fait, Ikigai, The Japanese Secret for a Long and Happy Life. Puis ce livre-là traite du concept d'ikigai, qui veut dire, en fait, le but dans la vie ou l'objectif d'un être humain dans la vie. Puis en fait, ce livre-là, l'auteur de ce livre, en fait, est parti vivre 1 an sur une île japonaise. Puis sur cette île-là, les gens vivent au-delà de 100 ans. Donc en moyenne, ils vivent plus que 100 ans. Puis là, l'auteur se questionnait, mais c'est quoi le secret? Pourquoi ces gens-là vivent plus longtemps que les autres personnes, mettons le reste de la planète, le reste du monde? Puis là, il a découvert le concept d'ikigai et que ces personnes-là, en fait, arrivaient à 60-65 ans, ça prenait pas sa retraite. Ça continuait à travailler parce que ça trouvait, en fait, sa passion dans la vie. Puis moi, de mon côté, ça l'a remis en question tout le concept de succès à mes yeux. Est-ce que le succès, c'est un succès monétaire? Plus nécessairement pour moi. C'est dans le sens que, en ce moment, puis suivant la lecture de ce livre, mais aussi après toutes les recherches que j'ai faites, mon objectif premier pour être successful ou pour avoir du succès, c'est d'être, comment dire en français, d'avoir ce fulfillment, d'avoir justement cette passion-là et de vivre pour cette passion. Donc justement, ça, c'est un livre que j'ai lu qui m'a tellement influencée, puis m'a tellement aidée justement dès mon lancement, là. Puis qui a été, j'imagine, instrumental dans le début de Caviar Noir. 100%. Et son Exactement. développement. OK, c'est super intéressant, ça. Puis une de mes dernières questions, bien entendu, c'est est-ce que, selon toi, le Québec est né pour un gros pain? Moi, je pense que le Québec est né pour un grand pain. Puis comme je l'ai dit, je suis avocate, je travaille avec les entrepreneurs, je vois la soif des jeunes, la soif d'entreprendre, la soif d'arriver à quelque part, de faire quelque chose. Alors pour moi, oui, le Québec est né pour un grand pain. On aime ça entendre ça. Même si l'objectif est vraiment d'avoir la perspective d'objectif, c'est sûr que c'est chouette de constater ça. Bien, j'aimerais te remercier de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Ça fait plaisir. C'est super intéressant. Oui. Surtout une entreprise de luxe et tout. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Et en plus, dans le monde de l'industrie, super intéressant, je pense. Beaucoup de petites pépites d'or à aller chercher ici. J'aimerais remercier Futurpreneur de nous avoir donné l'opportunité de faire cet épisode. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas nécessairement, vous pouvez faire comme nous-mêmes à Studio Machiavel ou comme Caviar Noir, aller regarder les options de financement et d'accompagnement que Futurpreneur offre. C'est assez facile, le processus. Le site est assez clair. Il offre même des formations sur le parcours avant de se rendre au financement. Exactement. Et on a parlé un petit peu de mentorat, tout ça. Tout ça va venir avec. Tout ça vient avec. Puis c'est pas juste justement de l'accompagnement financier. Là. Je veux dire, moi, on m'a aidé à faire mon plan d'affaires. Donc, ça peut être aussi simple que des corrections du plan d'affaires. Ouais, il y a beaucoup de ressources à ce niveau-là. Puis qui est quand même une grosse étape, puis pas facile à faire, définitivement. Exactement. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci d'avoir été parmi nous et merci encore une fois de l'écoute. Merci. On se voit très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain.
Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.